Lorsque Daphné rentre des cours, sa mère l'apostrophe depuis la salle à manger. « Tu tombes bien, ma petite chérie, j'aurais besoin de ton aide. » Enfin, quand je dis petite, c'est surtout parce que tu es grande que j'ai besoin de toi. « Ok, je dépose mes affaires dans ma chambre et j'arrive. »« Oui, bien sûr, fais à ton aise. » Quelques secondes plus tard, la grande embrasse sa mère et s'enquiert de ce qu'elle attend d'elle. Celle-ci, qui est allée chercher le marchepied dans la cuisine, lui montre le pot qu'elle a posé sur la table. Elle a passé une partie de l'après-midi à réaménager la décoration végétale de l'appartement et a eu l'idée de placer une plante retombante tout en haut de la bibliothèque. Daphné s'y plie de bonne grâce, puis s'installe à table, pressée comme de coutume de raconter ce qu'elle a appris d'intéressant au cours. Elle pianote sur son iPhone, tandis que Lynn, la curiosité aiguisée, la presse de commencer. « Attends, je cherche d'abord sur Internet et puis je t'explique. »« Peu importe, raconte d'abord, on cherchera le mot après, » insiste sa mère, impatiente. « Mais je ne sais pas si c'est un lipol et je n'aime pas... » Un lipol, c'est comique, un lipol. « Je n'aime pas rentrer dans mon délire si je ne suis même pas sûre. »« Illipol ? Ce n'est pas illipol ?» tente prétendument de l'aider sa mère qui ne peut s'empêcher de faire la sotte. « Non, c'est avec un L. Je vais chercher vite fait. »« Mais non, tu diras les popoles. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec les popoles ?»« Les popoles, répète Daphné dans un rire. Ce n'est pas des popoles, ça fait partie du même embranchement que les araignées. Mais en fait, ça ressemble fort à un arthropode de la préhistoire. Donc, ça ressemble fort à un dinosaure. Comment expliquer ? Tu vois les tricératops ? Non, Oh, j'en ai marre. Pourquoi je ne retiens pas les choses ? Mais bon, c'est un quelque chose et il y a des fossiles de ça. C'est une espèce de crustacé, comme ça on dirait. Oui, et n'oublie pas, c'est toujours une espèce. Oui, une. C'est un fossile mort depuis longtemps. Ah ça, si c'est fossilisé. Ça ressemble à ça, dit-elle, montrant l'image sur son iPhone. La coquille et tout, sauf que ce n'est pas un crustacé. C'est trop bizarre, parce qu'il existait déjà au temps des dinosaures. Et il fait partie du même embranchement que les araignées. Tu vois, tout petit avec ce gros machin à côté. Bon, bref. C'était intéressant parce que je n'avais jamais entendu parler de cet animal-là. Et aussi le fait que c'est un animal qui est sur Terre depuis un bon bout de temps. Franchement, c'est comme si c'était un dinosaure. Et maintenant, à cause de la pollution, il est en train de disparaître. Dans le reportage qu'on a regardé, la personne s'indignait. Comment on peut laisser faire ça ? Comment on peut laisser aller les choses pour que cette espèce qui existe depuis le début de la Terre disparaisse au XXIe siècle ? C'est inadmissible, dit Lynn. Oui, c'est franchement inadmissible. Lynn est attristée d'apprendre ce que lui raconte sa fille. Elle s'interroge depuis plusieurs années. Systématiquement, elle est estomaquée de lire des affirmations qui semblent généralisées. C'est une position très courante apparemment de considérer que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la pensée, la conscience. Comment peut-on être aussi catégorique, se demande-t-elle. Même des auteurs qui ont rédigé des livres sur l'épanouissement personnel, la quête spirituelle, l'éveil, comme Tollé qui écrit dans l'avant-propos de son pouvoir du moment présent, le plus grand triomphe du développement humain ne réside pas dans notre capacité à raisonner et à penser, bien que cela nous distingue du règne animal. Mais bon sang, est-ce parce qu'ils n'ont pas la parole, qu'ils n'ont pas notre parole serait plus correct, que nous considérons que les animaux ne sont pas capables de raisonner ni de penser ? Un Vietnamien est-il dénué de raison et de pensée parce qu'il parle une langue qui m'est totalement inaccessible ?
Plus une espèce animale est exploitée, moins on lui reconnaît la capacité de penser, dit Mathieu Ricard. Lynn se tourne vers sa fille pour voir si elle partage son sentiment. On est stupéfait d'apprendre que les baleines ont chacune leur langage par famille. Elles seraient peut-être aussi stupéfaites, les baleines, d'apprendre que nous ne nous comprenons pas entre êtres humains. J'ai découvert récemment que de nombreuses langues artificielles ont été inventées pour la communication. Je savais qu'il existait déjà une langue universelle. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, l'espéranto. Comme son aîné répond vaguement, Lynn développe sa réflexion. Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris que la solution existe déjà ? Il existe déjà une multitude de langues universelles que nous maîtrisons. Les sentiments, dans le sens de ressenti, feelings, joie, rire, humour, jeu, horreur, le langage de l'amour, l'art, la musique. Nous sommes déjà tous multilingues et nous parlons déjà tous le langage de l'empathie. Tous, c'est une langue innée. Nous ressentons tous de l'empathie à des degrés divers. Certains se limitent à leur cercle familial, à leurs amis, à leurs connaissances. Si seulement nous pouvions comprendre que le clan, la famille, est un concept beaucoup plus large que ce que nous pensons, nous n'aurions plus besoin de langue comme les autres espèces de notre belle planète. Et comme toute langue, il faut l'apprendre et la pratiquer. Nous manquons de pratique, c'est tout. Tu imagines ce que la vie serait si nous maîtrisions cette merveilleuse langue ? Nous pourrions communiquer avec tous les êtres dépourvus de paroles. Imagine les enfants autistes. Daphné répond. Peut-être le changement est-il déjà en train de se faire. Regarde la vidéo que tu m'as montrée. Tu sais, l'homme qui fait un procès à l'enseignement, qui explique combien les enfants se sentent mal quand on les juge sur ce qu'ils ne savent pas faire, au lieu de les encourager à développer leur talent. Ils se sentent comme de petits poissons rouges à qui on demande de grimper dans un arbre. Oui, je me souviens bien, Prince Ea. Vraiment génial cette vidéo. Tu as raison, les choses bougent, conclut Lynn, qui admire cette qualité que possède son aîné. Tu es toujours positive, qu'est-ce que j'adore ça chez toi. Je me demande d'ailleurs de qui tu peux bien tenir cette aptitude, car elle ne vient ni de ton père ni de moi. Une chose est sûre, ton intelligence vient de ton père. Moi, j'ai gardé la mienne. Oh, elle me tue, dit Daphné, éclatant de rire. Oui, elle se croit drôle, hein, ta mère, avec ses vieilles blagues qu'elle ressasse comme une rombière. Comme une quoi ? Oh, elle me tue. Qu'est-ce que tu baragouines comme langue ? Rombière, une femme âgée, ridicule et prétentieuse. Oh, cesse de te dénigrer, maman, lui dit sa fille, toujours prompte à valoriser les autres. En même temps, qui parle encore comme ça, ajoute-t-elle en riant. En tout cas, je ne sais plus suivre l'évolution de la langue. J'ai l'impression que ça change tout le temps. L'autre jour, j'étais dans le métro et alors que la rame est à l'arrêt, je lis une publicité. Chasamer les 6 personnages Disney et tenter de gagner un voyage VIP à Disneyland Paris. Chasamer ? Oui, j'ai vu ça aussi, mais je ne sais pas non plus ce que c'est. Il faudra demander à Lise. Tout à fait. Encore heureux qu'on ait une geek dans la famille. En parlant du loup, la cadette fait son entrée, tonitruante comme d'habitude. Elle déboule dans la salle à manger, s'assied entre sa mère et sa sœur, et alors qu'elle s'apprête à raconter sa journée, elle s'étonne soudain, un soupçon de dédain dans la voix. « Qui c'est qui est allé placer une plante là-haut ?»« Ah, c'est pas moi », s'empresse de répondre Lynn. Lise se tourne vers sa sœur. « Daph, c'est toi qui as mis cette plante là-haut ?» L'intéressée se contente de sourire. Lise se retourne une nouvelle fois vers sa mère. « C'est toi alors ?
Pourquoi tu ne le dis pas, tout simplement? Non, non, ce n'est pas moi. D'ailleurs, je suis trop petite pour arriver là-haut, répond-elle, sachant de moins en moins réprimer son rire. Bah, c'est qui alors qui a eu l'idée saugrenue d'aller mettre une plante aussi haut? Insiste Lise, commençant à être agacée. Je sais pas moi, répond Lynn, accentuant sa réponse d'une proute de la lippe inférieure. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas moi. Mais enfin, elle n'est pas arrivée là-haut toute seule quand même. C'est toi, Daph? Comme l'aîné éclate de rire, Lise s'enflamme. Alors c'est toi? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller foutre cette plante là-haut? Allez, réponds. Oui, c'est moi, mais parce qu'elle me l'a demandé, réplique l'aîné, montrant sa mère du menton, tandis que toutes deux sont écroulées de rire. Oh, ce que vous pouvez être bête, fulmine Lise, qui quitte la pièce aussitôt. Daphné a entamé son blocus de janvier. Dans le courant de la matinée, sa mère lui prépare une tisane et une petite salade de fruits frais qu'elle lui apporte dans sa chambre. « Oh, merci maman, tu es adorable. » Je fais ma part. À l'œil interrogateur de Daphné, Lynn comprend qu'elle l'a perdue en cours de route. « Je ne t'ai jamais raconté la légende du colibri ?»« Non. » Un gigantesque incendie ravage la forêt. Le colibri se précipite vers le lac où il ne peut prendre que quelques gouttes d'eau dans son bec qu'il s'empresse d'aller verser sur les flammes et continue ainsi ses va-et-vient. Les autres animaux se moquent de lui, disant que c'est inutile. Lui répond « Je fais ma part. »« Oh, c'est mignon. Quelle chance d'avoir une maman comme toi. »« C'est moi qui ai de la chance de vous avoir. » À midi, Lynn, qui a servi la soupe, questionne sa fille. « Elle est bonne ?»« Oui. »« Oui ? Oui, oui. » »« De toute façon, c'est bon pour ce que t'as, » dit Lynn à son aîné, qui lève les yeux au ciel, l'air de dire « Pourquoi ? Parce que je suis en blocus, peut-être ?» Mais Lynn poursuit sur sa lancée. « Et qu'est-ce que t'as ? Faim. »« Elle est irrécupérable, » dit la jeune fille. Après le repas léger, Lynn reprend son travail et Daphné son étude. 3 heures plus tard, elle revient près de sa mère pour lui proposer de boire ensemble un café instantané. Alors qu'elles sont attablées, Daphné entreprend de partager ce qu'elle est en train d'étudier de son cours de biologie. Le sporange est une sorte de tige avec une boule, comme les boules des mecs, et ce qui apparaît au-dessus, c'est le champignon, la coupe sa mère, incapable de se défaire de cette manie d'interrompre les gens dans la conversation. Non, c'est un organe sexuel. Encore ? Mais vous n'apprenez que des trucs cochons ? Elles éclatent de rire, puis Daphné, reprenant son sérieux, poursuit patiemment ses explications. La boule contient des spores qui se répandent. Tiens, au fait, quand quelqu'un t'offre des fleurs, ce sont des organes sexuels en réalité. T'imagines la belle-mère qui vient t'offrir des fleurs ? Non merci. Oui, reprend Daphné. Et on étudie aussi les parasites, comme la douve du foie. Certains animaux sont contaminés par un parasite, par exemple les rats qui se mangent entre eux. Ils sont cannibales, les rats. Je ne sais pas si tu le savais. Non, je ne savais pas. Ou encore les escargots, les bulots peuvent avoir ce parasite. Si tu bouffes l'escargot, tu risques de devenir l'hôte définitif. Tu te rends compte ? Tu n'as pas idée de tous les parasites ou les vers dans l'estomac, par exemple. Il y a de quoi devenir végétarien, dit Lynn. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a même une espèce de truc qui parvient à rentrer sous ta peau quand tu vas dans l'eau. Oh, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Nous, on voit des images en plus. Moi, je ne veux plus jamais aller dans l'eau. Et on a vu aussi d'autres problèmes au cours. On a trouvé un jour une baleine échouée. Elle était pleine de vers, mais il n'y a pas que ça qui l'a tuée. Elle avait une quantité incroyable de sacs plastiques dans l'estomac.
Oui, je sais. C'est malheureusement quelque chose que l'on connaît depuis plusieurs années. C'est comme les tortues. Les tortues mangent les méduses et avalent donc les sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses. Du coup, les tortues meurent. Donc, à cause de nous, il n'y a plus d'équilibre. Lise rentre à cet instant de l'école et claironne joyeuse. Il y a un mec qui m'a dit Stitch Kawaii. Titi Kawaii, fait sa mère étonnée. Pourquoi il t'a appelé comme ça? Daphné éclate de rire et précise. Elle a dit Stitch Kawaii. On dit Kawaii, pas Kawaii, tandis que sa sœur explique. À cause de mon Stitch. Hein? Fait Lynn. Mon Stitch est accroché à mon plumier. Tu sais bien qui est Stitch, dit-elle sur un ton signifiant voyons. Évidemment, j'étais la première à lui courir dans les bras à Disneyland. Oh, ça c'est sûr, souligne l'aîné, qui n'est pas près d'oublier sa gêne lorsque sa mère avait tenu à se faire prendre en photo à côté d'un Playmobil grandeur nature à la Fnac quelques semaines plus tôt. 3 ans d'âge mental, ajoute-t-elle amusée. Lise ramène la conversation à son expérience de la journée. Je t'explique. J'étais au cours de maths. Le gars s'est jeté sur mon plumier, a retiré le Stitch et l'a posé sur la table en disant « Ce sera la mascotte du cours de maths ». Moi, j'ai dit « Ah bon ?» Puis à la fin du cours, il me fait « Check-moi ». Et moi, slovaque, l'interrompt sa mère. « Maman, sérieusement ?» Oui, elle se croit drôle, hein? Oui, ah donc, fait-elle, tout en lui tendant la paume de sa main. Comprends pas, dit Lynn perplexe. Lise lève les yeux au ciel, suivie d'un regard entendu vers Daphné. Tends-moi la main, intime-t-elle à sa mère qui s'exécute. L'ado tape dans la main de Lynn, puis serre les doigts en poing pour venir percuter le vide au lieu du poing que sa mère était censée lui présenter. Les 2 jeunes filles sont écroulées de rire. Lynn, faussement vexée, tente de se disculper. Toutes ces évolutions du langage et des habitudes, comment veux-tu que je suive? Moi aussi, tu sais, il y a des trucs que je ne pige pas, dit Daphné, toujours attentive à tranquilliser ses interlocuteurs. Dans le métro, j'ai entendu un jeune dire à son copain « Moi, je ne calcule pas les gens. » Mais enfin, d'où ça sort, ça? Calculer les gens. Calculer les gens, répète Lynn abasourdie. Si ça tombe d'ici quelques années, cette acception entrera dans le dictionnaire. Je vais regarder ce qu'en dit le petit Larousse. Lynn se lève pour prendre le bouquin complètement désossé, à force d'être utilisé, et se plonge dans la lecture. Oh, fait-elle étonnée, la 2e définition est évaluer, déterminer par la pensée, le raisonnement en fonction de certains facteurs. Estimer, apprécier. Ce n'est donc pas nécessairement incorrect. De toute façon, si ça tombe d'ici quelques décennies, les humains seront équipés de gants multicapteurs pour tout calculer. Il suffira de passer la main devant le code barre d'un article pour en connaître instantanément le prix, la provenance, l'empreinte écologique et un comparatif de ces infos avec l'enseigne voisine. Quand je vois Papa G mimer avec son iPhone le geste de taper sur un clou et puis reprendre tranquillement la lecture du mail qu'il était en train d'écrire, j'imagine déjà les multiples usages du téléphone transposés au corps humain. Suivre de la main vers la gauche, on ajoute un article dans son panier, suivre à droite, on l'enlève, de bas en haut, on obtient le pourcentage de remise, etc. Maman, tu as vraiment trop d'imagination, toi. Lynn prend conscience de la véracité de l'adage. C'est le premier pas qui coûte. Certaines nuits sont tellement douloureuses qu'elle a parfois l'impression qu'elle n'arrivera pas à se lever le matin. Dans ces périodes, elle se sent mal et broie du noir dès le réveil de la conscience. Comment peut-on vouloir mettre des enfants au monde avec un futur aussi sinistre et lugubre, pense-t-elle déprimée. Retourne la pièce, lui intime le primate. Retourne la pièce. Oui, de monnaie.
Regarde l'autre face. Ah oui, tu as raison. Il y a toujours un revers à la médaille. Elle repense au film Demain de Mélanie Laurent, qu'il avait requinqué. Le monde est déjà en pleine mutation, songe-t-elle. Cette idée lui donne la force de bouger son corps ankylosé et de se lever. Une fois debout, le petit déjeuner dans l'estomac, elle se sent comme à l'accoutumée, débordée d'énergie. Comme quoi, faut arrêter de dire à quelqu'un de déprimé « bouge-toi », pense-t-elle. Si la personne n'est pas prête à se sortir de sa situation délétère, elle n'est pas prête. On peut dire tout ce qu'on veut, porter des jugements, transmettre sa sagesse. La personne ne pourra pas avancer d'un pouce. Elle avancera quand elle avancera, comme disait Lise. Lynn revoit en pensée sa fille qui, attablée la veille devant son devoir de physique, avait attiré son attention par un « qu'est-ce que c'est chiant !» C'est genre « un robinet coule, gna 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 », avait récité l'adolescente. Combien de temps faudra-t-il pour remplir la baignoire ? Déjà en classe, la prof nous demande combien de temps va mettre un coureur pour franchir la ligne d'arrivée s'il court à 10 km à l'heure. Moi, j'ai répondu du tac au tac, on s'en fiche, il n'a qu'à courir, il arrivera quand il arrivera. Lynn avait éclaté de rire, heureuse de l'humour de sa cadette. Elle lui avait annoncé sa décision dans la foulée. Comme Lise pleurait depuis 3 ans pour avoir un chat, Lynn avait décidé de franchir le pas. Elle n'avait pas vraiment envie de se charger d'une âme supplémentaire, mais elle souhaitait faire plaisir à sa cadette. Celle-ci avait sauté au cou de sa mère à cette annonce, butant sur les syllabes tellement elle pétillait de joie. Qu'importaient les mots, Lynn savait sa fille heureuse. Lise avait couru dans sa chambre, se jeter sur son ordinateur à la recherche de l'heureux élu. Il ne lui avait fallu qu'une demi-heure pour présenter un matou sur lequel elle avait flashé. Lynn avait observé attentivement le site du refuge et promis à sa fille de l'y accompagner. Le lendemain, pendant que Lise est à l'école, sa mère téléphone pour prendre rendez-vous avec le refuge. Elles sont attendues le soir même. Lynn l'annonce à sa fille dès son retour du lycée. Elles prennent le bus pour s'y rendre. La dame qui les accueille commence par expliquer la procédure d'adoption. D'abord voir s'il y a un chat en particulier avec lequel le courant passe, puis revenir à 3 ou 4 reprises pour être sûr que l'animal et l'adoptant soient réellement faits pour s'entendre. Ensuite, l'adoptant peut emmener le chat pour une période d'essai de 15 jours, pendant laquelle il a la possibilité de ramener l'animal si la cohabitation se révèle difficile. Au terme des 2 semaines, le refuge met la puce au nom de la personne et l'adoption est définitive. Lise écoute religieusement en façade, mais Lynn, la connaissant par cœur, sent sa fille piaffer d'impatience. Se taisant enfin, la bénévole du refuge les invite à entrer dans la première pièce où se tiennent 6 chats. La dame, de nouveau loquace, présente les locataires l'un après l'autre, aux grandes dames de Lise qui n'a qu'une idée en tête, et de sa mère qui ne voit pas l'utilité de passer en revue l'ensemble de l'orphelinat, puisque l'ado a annoncé d'emblée avoir flashé sur le chat prénommé Dubaï. De plus, aucun félin ne s'approche de la jeune fille, ne vient se frotter à ses jambes, ni ne daigne lui adresser le moindre regard. La deuxième pièce se déroule exactement de la même façon, si ce n'est qu'elle ne contient heureusement que 3 chats. Lynn et Lise ont malgré tout droit au pédigré complet. Le 3e acte est heureusement le dernier, car les visiteuses ont repéré au premier coup d'œil le chat sur lequel l'adolescente a jeté son dévolu. « C'est un chat, ça ? On dirait plutôt un agneau version noir et blanc », se dit Lynn, qui se garde bien de communiquer ses pensées à l'assistance. La bête les regarde, l'œil maussade, l'air franchement de mauvais poil. Lynn se détourne de lui pour écouter la dame volubile
lui présenter le caractère de chacun des pensionnaires. Lise a elle aussi porté son attention à la dame. Tout à coup, elles entendent une voix grave. « Ro ». Un seul son, grave et net. Elles se tournent simultanément vers l'animal qui du coup répète son injonction. « Ro ». Lise s'approche de lui, le cœur battant, et se met à le caresser. Et là, ronronnement de chaudière. Le matou lui sert le grand jeu. Et je te tends la patte pour réclamer un rap de caresse, et je me roule sur le dos pour montrer la superbe toison blanche qui me sert de bavette, un vrai numéro de charme. Lise glisse à l'oreille de sa mère que son cœur s'est mis à battre la chamade quand l'agneau sans bouclette a commencé à ronronner. La dame l'invite à le prendre dans ses bras. Lise ne se fait pas prier. Éline découvre à la réaction de sa fille que l'engeance ne pourrait concourir dans la catégorie poids-plume. La bénévole éclate de rire. « Ah oui, 5 kilos, hein ?» La mère rit moyennement, mais la fille est conquise. Ce sera lui et personne d'autre, ce qu'elle affirme à la dame. Celle-ci répond qu'elle souhaite toutefois montrer aussi les chats de l'infirmerie, juste pour être sûre. Lise décline poliment. Lynn se réjouit pour sa part de ne pas devoir prendre connaissance de la fiche signalétique des occupants de la 4e pièce, mais la dame insiste. Elle a une petite chatte en tête qui conviendrait peut-être bien à la jeune fille. Elle tient à donner toutes ses chances à une adorable petite chatte que mère et fille découvrent quelques minutes plus tard. Hyper vive, cajoleuse, la bête se tourne et retourne contre la grille de la cage, les suppliant ostensiblement de la sortir de là. La mère, qui se voyait plus adopter un modèle réduit, y met du sien. « Tu es sûre, ma puce, que tu veux Dubaï, et pas cette adorable petite-là? Regarde comme elle est mignonne, un tout petit bout de chat. »« Non, non, » répond calmement l'adolescente. « Bon, » s'incline Lynn, qui pense « Me voilà donc prête à accueillir un bébé panthère. »« Oh !» ajoute-t-elle en son fort intérieur. Elles prennent congé. Dès la porte franchie, Lise laisse éclater sa joie. Elle ne sait comment remercier sa maman. C'est inutile tant son alacrité est communicative. L'ado ne se calme qu'après avoir arraché à sa mère la promesse qu'elle téléphonerait dès le lendemain au refuge pour fixer le rendez-vous de la 2e visite et ainsi s'assurer que son chat ne soit confié à personne d'autre qu'elle. La mère s'y plie de bonne grâce. Le rendez-vous est fixé à la semaine suivante. Lynn et Lise sont en route pour le refuge. Lise obtient de sa mère qu'elle reste en retrait comme lors de la première visite, car l'adolescente tient à ce que ce soit son chat rien qu'à elle, qu'il comprenne bien que c'est elle sa mère. Et que sa propre mère soit promue illico au grade de grand-mère, complète Lynn mentalement, ça gêne pas. Lorsqu'elles arrivent, elles sont d'emblée emmenées dans la 3e pièce voir leur futur chaton. Alors que Lise se jette littéralement sur son promis doudou, enchantée pour sa part de la voir revenir, Lynn se tient en retrait et engage la conversation avec la bénévole. Elle s'enquiert de la suite du programme. La dame explique que le chat doit d'abord faire un petit tour à l'infirmerie car elle a détecté un léger souci le matin même. Lynn tente d'en savoir plus, mais la dame est visiblement peu pressée de partager l'information. Lynn insiste, soucieuse de savoir si elle s'apprête à adopter un chat malade, mais la carpe est bornée. Tandis que le chat opère son numéro de charme devant sa spectatrice préférée, Lynn constate qu'il boitille. « Ah, c'est un petit embarras de mécanique », en déduit Lynn, qui ne comprend cependant pas la nécessité d'en faire un mystère.
Lorsqu'elle pose la question directement, la dame lui répond « Ah oui, je l'ai découvert ce matin. Il a dû faire l'andouille. Il se sera probablement mal reçu. » Lynn s'approche à son tour du félin et entame une conversation ciboulomagnétique. « T'as pas intérêt à bousiller mon fauteuil, hein, mon ami ? Je suis pas ton ami. Tu te fous de moi ? C'est bien ce qui me semble. Non, je rigole. Tu m'as l'air câlin à souhait. Je sens que je vais t'adorer. Je t'aime déjà. » Elles prennent une nouvelle fois congé de l'assemblée et fixent la date du prochain rendez-vous. Lise décide que cette fois, elle emmènera sa sœur pour lui présenter son bébé. Elle enjoint à sa mère de se passer de cette visite, histoire de transmettre correctement à l'animal la hiérarchie de la meute, et elle organise une descente au Tomenko pour équiper dignement l'arrivée du bébé. Un panier de transport extra large, histoire que Lynn n'ait pas l'impression de crapahuter un chaud dans une cage à pinsons lorsqu'elle viendra chercher la bête. Un arbre à griffes planté sur une boîte de luxe et surmonté d'une plateforme imitation poil long pour le confort de la panthère naine, dans l'espoir d'en détourner les griffes des chaises, et une litière. Lorsque Lynn téléphone le lendemain au refuge pour prendre des nouvelles du matou, la dame lui explique qu'il a probablement attrapé la teigne sur le terrain vague où elle l'a récupéré. Elle l'a mise en quarantaine à l'infirmerie, a envoyé un échantillon de poils de la bête au labo et a d'emblée entamé un traitement. Elle explique que ce dernier doit être donné pendant 1 semaine, puis 1 semaine sans médicaments, suivie d'une nouvelle semaine de traitement. Si les poils commencent à repousser au bout de la semaine sans traitement, Lise pourra venir chercher son bébé et administrer elle-même la dernière semaine de traitement. Lynn comprend l'impatience de sa cadette, mais apprécie pleinement que le chat soit soigné avant d'être adopté. Elles multiplieront donc les visites au chaton en prison. La première fois que Lynn le voit dans cette petite cage, elle a un pincement au cœur et l'encourage à tenir le coup. La libération viendra, elle le lui promet. Lise se languit, mais le temps finit par passer. Le grand jour arrive. Lynn se remémore sans peine le cauchemar que le transport de Mimi avait généré. La petite avait sur le champ délaissé la maîtrise de ses sphincters pour s'employer à manifester bruyamment sa protestation à ce qu'elle vivait comme un enlèvement. Lynn sait donc par expérience la peur que ressentira l'animal et préfère demander l'aide de son compagnon pour véhiculer l'hôte plutôt que d'envisager le même scénario Mimi dans un bus de la STIP. Contre toute attente, le passager se révèle un charmant personnage, un ange, pas une plainte durant tout le trajet. Lynn ne regrette pas un seul instant sa décision. Lise est transfigurée. Son bébé est si doux, tellement câlin, que toute la famille s'y attache en moins de 24 heures. Le seul hic est la nourriture. Le refuge avait pourtant assuré que Dubaï était facile, manger de tout, de toutes les marques. Le premier jour, Lynn met le manque d'appétit sur le compte de l'emménagement. Elle accepte néanmoins, à la demande de sa cadette, de retourner au magasin acheter un sachet de croquettes d'une autre marque. Le chat semble apprécier le geste, mais de là à se jeter sur sa gamelle, il y a encore de la marge. Le soir de son arrivée, il a visité tout l'appartement, roulant des mécaniques, se dandinant sur le sol. Une démarche que Lynn met sur le compte de la chute évoquée par la bénévole du refuge. Le lendemain, Lise se met en route pour l'école, non sans avoir exprimé le pincement au cœur qu'elle ressentait, mêlé à la joie d'être à 2 jours du congé de détente. Elle aurait 9 jours à consacrer entièrement à sa peluche vivante. Une fois Lise partie, le matou s'aventure sur toutes les surfaces accessibles à 1 mètre du sol. Le week-end venu, Lise, qui s'est choisie une crème de chat, hyper gentil et doux, ne quitte pratiquement plus sa chambre
sauf quand son bébé a des envies de balade, auquel cas il a systématiquement la maman sur les coussinets. C'est elle qui le suit partout. Il est en terrain conquis, déambulant comme un placide pacha, mais n'hésitant pas à s'arrêter pour distribuer câlins et ronrons à tout qui l'arrête en chemin. Une vraie vedette, et 3 groupies en moins de 2. Mais ça, c'était avant le médicament.